Bonjour, une troisième chronique initialement livrée pour Bifrost, donc dans le numéro 87, et qui porte cette fois sur l'anthologie parue chez Mnemos, La clé d'argent des contrées du rêve, comprenant des nouvelles de David Calvo, Morgane Cosserieux, Fabien Clavel, Raphaël Granier de Castagnac, Neil Jomounsi, Sylvie Miller et Philippe Ward, Alex Nikolavitch, Laurent Poujoie, Timothée Ray, Vincent Tassi et Randolph Carter, bien sûr, d'après l'œuvre de H.P. Lovecraft. C'est introduit par Frédéric Weil, c'est paru en 2017, ça fait 251 pages et je vais donc en livrer ici bien une version un petit peu plus longue et plus détaillée. Dans la très très riche actualité Lovecraftienne francophone de ces derniers mois, chez les indés de l'imaginaire mais aussi ailleurs, la clé d'argent des contrées du rêve se distingue peut-être, d'abord par ce que l'on fait cette fois dans la fiction, ensuite parce que c'est enduisant d'un cadre Lovecraftien pas si pratiqué ou mis en avant, les contrées du rêve donc. Maintenant, il est vrai que Mnemos semble entretenir une relation particulière avec les contrées, relation qui remonte au moins à la nouvelle traduction par David Camus, sous le titre donc Les contrées du rêve, de l'ensemble des nouvelles dunsaniennes de Lovecraft, incluant Démons et merveilles, soit le cycle de Randolph Carter, auquel le titre de la présente anthologie fait clairement allusion, mais aussi toutes les autres nouvelles oniriques, Polaris, La malédiction de Sarnath, Les chats d'Ultar, Les autres dieux, et j'en passe. Exactement au même moment, l'éditeur avait publié le très beau Kadat, le guide de la cité inconnue, superbement illustré par Nicolas Fructus. Dans son édition originale, la reprise ultérieure se passe de la dimension graphique, ce qui me laisse assez sceptique. On y trouvait des textes de David Camus, donc, Mélanie Fazi aussi, surtout j'aurais envie de dire, Raphaël Granier de Cassagnac et Laurent Poujoie. De la bonne cam, ces deux bouquins. Plus récemment, cependant, on a retrouvé chez Mnemos des choses nettement moins bonnes, avec deux gros volumes pseudo-Lovecrafto-oniriques de l'inqualifiable Brian Lumley. Ce qui peut-être fausse un peu mon jugement concernant la présente anthologie. C'est dommage, mais... Cela dit, ce n'est clairement pas la plus évidente des matières, les contrées du rêve. C'est même assez franchement périlleux et à plus d'un titre. Dont un bizarrement ne ressort pas du tout ici, et notamment de l'introduction de Frédéric Weil. À l'exception de Polaris, si l'on en croit Lovecraft lui-même, ces récits sont à certains égards des sortes de pastiches de l'immense Lord Dunsany, donc les dieux de Pegana, le temps et les dieux, les Pédoeleran, contes d'un rêveur, parmi lesquels Jours oisifs sur le Yann, nouvelle séminale en la matière, le livre des merveilles, le dernier livre des merveilles, autant de splendides petits recueils qui ont fourni, sinon la base ou le substrat, du moins des modèles pour que Lovecraft développe son propre univers onirique et baroque au lexique chatoyant. Dès lors, pasticher Lovecraft dans les contrées du rêve peut revenir indirectement à pasticher Dunsany via les propres pastiches de Lovecraft. En théorie. Car, et ce n'est pas la moindre surprise de cette anthologie, aucun des auteurs ici présents, hors cas ambigu de Randolph Carter, j'y reviendrai, aucun donc ne joue vraiment de cette carte merveilleuse. Laurent Poujoie s'en approche timidement par endroits. Alex Nikolavitch et Vincent Tassi peut-être avec moins de réussite, les autres n'essayent même pas. Il n'est pas dit qu'on puisse vraiment leur en vouloir, ni que ce soit forcément problématique. Les contrées du rêve, après tout, peuvent avoir d'autres couleurs, et la fantaisie Lovecraftienne, souvent, conserve quelque chose de l'horreur du monde de l'éveil. Cette fois, quelques auteurs s'en souviennent, mais somme toute assez peu, ou sans guère de réussite en tout cas. Or, ces différents registres ont leurs risques propres, et contribuent à rendre périlleux l'exercice d'équilibriste de Lovecraft, dont nombre des récits dunsaniens sont sur la corde raide. Un faux pas et l'on tombe, ce qui charme et fascine s'avérant en fin de compte seulement grotesque au mauvais sens du terme, autant dire ridicule. Les auteurs se montrant prudents ici, voire timorés, ils évitent pour l'essentiel cet écueil. Sauf Sylvie Miller et Philippe Ward d'une part, et Vincent Tassi de l'autre qui, chacun à sa manière, saute à pieds joints dessus, et se casse la gueule comme de juste. Autre ambiguïté du registre, la dimension proprement onirique de ces contrées. Contre leur dénomination même, elle est en fait parfois discutable. Christophe Thiel, dans un article figurant dans Lovecraft au cœur du cauchemar, y insiste, à bon droit sans doute, même si je n'irai probablement pas jusqu'à me montrer aussi catégorique. Mais il y a bien une autre ambiguïté à cet égard qu'il faut relever. Ces contrées sont peut-être oniriques, car on rêve beaucoup dans ces textes de Lovecraft, dont la célèbre citation est reprise ici en mot d'ordre, tout ce que j'ai écrit, je l'ai d'abord rêvé, ou peut-être pas, plutôt antédiluvienne, ou alors les deux tout à la fois. Pourquoi pas après tout? Cela a son importance, qui fait le partage entre une fantaisie classique, limite avec carte à l'appui, et quelque chose de bien moins organisé. La plupart des auteurs ici me semblent appuyer sur la dimension onirique, même en évacuant le merveilleux, et souvent en faisant explicitement l'aller-retour entre contrées du rêve et monde de l'éveil. Ce qui paraît couler de source, alors qu'au fond, si l'on veut bien s'y arrêter un instant, ça n'a rien de si évident. En fait, cela introduit bel et bien un biais.
Et il y en a peut-être encore un dernier, pas forcément si inattendu que cela chez Mnemos, au vu de l'origine même de l'éditeur, la dimension rôlistique. Je crois qu'elle a laissé son empreinte, mythique si l'on y tient, et que les contrées du rêve ici arpentées doivent beaucoup à Sandy Peterson et compagnie, au projet préalable à l'appel de Cthulhu, jeu dérivé de l'idée d'un supplément sur les contrées du rêve pour RuneQuest, pourtant sans insister sur la fantaisie. Ce qui n'est pas forcément un problème là non plus. Mais conserver cette idée derrière l'oreille peut faire sens en cours de lecture, j'ai l'impression. Note, depuis cette chronique, j'avais eu l'occasion de parler des contrées du rêve rôlistique rééditées chez Son Détour, et ça se trouve également en vidéo. Reste que, si cette anthologie souffre avant tout d'un problème, il est tout autre, et bien autrement gênant. J'ai l'impression en effet d'un livre conçu sans y croire, d'une anthologie où les auteurs, au fond, et en tout cas la direction d'ouvrage, ne se sont pas impliqués. Même auprès des auteurs les plus sensibles à la dimension Lovecraftienne, notamment pour en avoir déjà fait usage ailleurs, éventuellement de manière frontale, demeure ici l'impression vaguement ennuyeuse d'une commande. Le tout manque d'application et de cohérence du coup, mais aussi et surtout d'enthousiasme. Sur le format relativement court de l'anthologie, c'est pour le moins frappant, et ça ne l'est que davantage quand le dernier et le plus long texte du recueil, et de loin, les fragments du carnet de voyage onirique de Randolph Carter, se contente sur une cinquantaine de pages de citer expressément Lovecraft et ou de broder sur ses descriptions oniriques, sans même s'embarrasser d'une narration. Or, cet ultime texte confirme que les auteurs en des nouvelles précédentes n'ont en fait même pas essayé de jouer de la carte baroque et chatoyante, et il a d'autres connotations regrettables sur lesquelles je reviendrai en temps utile. Et décidément, même en jouant au bon public dans la mesure de mes capacités, non négligeables, pour ce faire, je ne peux certes pas accorder une bonne note à cette anthologie. On dit parfois ni fait ni à faire, et c'est une expression hélas appropriée au contenu de ce recueil. Ma chronique pour Bifrost synthétisait et rassemblait les grands textes. Ayant davantage de souplesse rédactionnelle sur ce blog et cette chaîne YouTube, autorisant des développements bien plus amples, je vais tâcher de dire quelques mots de chacun de ces textes dans l'ordre de présentation. On commence avec Rjöntagr, bon, si ça se prononce comme ça. C'est une nouvelle signée Fabien Clavel, un auteur que je n'ai à vrai dire jamais pratiqué, le bien grand mot, que dans ce registre de la plus ou moins commande, ce qui peut influencer sur mon jugement. Mais le fait est que ce texte m'a paru sonner faux. C'est d'autant plus regrettable qu'il contient des bonnes choses, avec un potentiel graphique et onirique marqué, des clins d'œil plutôt amusants aussi, et bien sûr la dimension épistolaire très adéquate. Sauf que je n'ai donc pas l'impression d'un auteur qui croit en ce qu'il écrit, et j'ai bien au contraire la conviction qu'il ne fait finalement rien pour que le lecteur au moins y croit. Dimension holistique avancée plus haut? Peut-être, mais de manière ratée. La nouvelle m'a immanquablement évoqué un scénario conçu sur le pouce pour une séance imprévue, en jetant au dernier moment les dés pour bâtir Fissa quelque chose sur la base de tables aléatoires. Il y en a de bonnes, et cette méthode peut donner des choses très amusantes, mais à condition d'y travailler un peu plus, ne serait-ce que pour bétonner l'agencement. Sinon ce ne sont que des cases dans des tableaux, des fragments qui au fond ne conduisent à rien. Et au bout de la partie, comme au bout de cette nouvelle, j'ai passé le temps, oui, mais sans vraiment m'amuser, et je n'en retiendrai rien. Les gimmicks stylistiques de l'auteur ne font en fait que renforcer cette impression. La dimension épistolaire pouvait donner quelque chose d'intéressant, mais Fabien Clavel fait dans le gratuit, anglicisme, faute d'accord, dans une vaine tentative, mais d'autant plus voyante, de conférer de la personnalité à ses protagonistes. C'est au fond parfaitement raté, au mieux inutile, et l'artifice n'en ressort que davantage. Ce n'est même pas forcément que ce texte est mauvais, d'une certaine manière, il n'existe pas. Hélas, il n'est pas le seul dans ce cas ici. Suivent Sylvie Miller et Philippe Ward pour Le Rêveur de la Cathédrale. Le Noir Duo a pu occasionnellement livrer des choses tout à fait correctes, souvent dans un registre populaire, léger et divertissant, lacer ou pas, mais pas que. Bien sûr, quelqu'un qui se fait appeler Philippe Ward n'a guère besoin de mettre en avant d'autres arguments pour témoigner de son goût pour Lovecraft. Reste que cette nouvelle est un échec total, et qui bizarrement aurait sans doute gagné à se débarrasser de ces oripeaux guerseillants de Lovecrafterie. Sur la base d'un cadre narratif qui aurait pu être intéressant, la basilique de Saint-Denis, mais qui s'avère bien vite inexploité, et d'ici à une conclusion tellement convenue que c'en est gênant, elle nous inflige un Nyarlathotep parfaitement grotesque et un Randolph Carter qui l'est à peu près autant, outre qu'il est tout sauf sympathique, ce qui aurait pu constituer un bon point, je suppose, mais dans encore un autre univers parallèle. J'ose espérer que c'était délibéré de la part des auteurs, d'une certaine manière, mais sans en être totalement certain. Et au final, là encore, une nouvelle qui n'existe pas.
Raphaël Granier de Cassagnac, pour sa contribution intitulée De Cadat à la Lune, fait dans l'autoréférence en brodant façon bref spin-off sur son texte dans Cadat, le guide de la cité inconnue, il y a quelques années de cela déjà. L'idée n'était pas mauvaise, même si tout cela est bien lointain pour moi. Mais cela a pu susciter quelques flashs occasionnels. Cependant plutôt dans son évocation du segment dû à l'époque à Mélanie Fazi, avec le personnage d'Aliénor. Ce que Raphaël Granier de Cassagnac avait conçu dans ce cadre avec son Innommé était plutôt réussi, pourtant, et ne manquait pas d'à propos, en fournissant au lecteur un guide de choix pour arpenter Cadat. En dehors de ce contexte, par contre, et avec cette seule anthologie pour référence, ça ne fonctionne hélas pas, et cela aboutit à un nouveau texte inexistant, même si pour d'autres raisons. Dommage. Capreovum est une nouvelle d'Alex Nikolavitch, que je n'avais longtemps pratiquée qu'en tant qu'essayiste et traducteur, de BD notamment, sauf erreur, mais qui a publié assez récemment son premier roman, Eschaton, au mouton électrique, un roman d'ailleurs non dénué d'aspect Lovecraftien, et l'éditeur avait mis cette dimension en avant. Un roman, hélas, qui ne m'avait pas convaincu, mais pour de toute autre raison. Ces aspects Lovecraftiens sont assez réussis, objectivement. Avec la présente nouvelle, il nous livre un périple onirique adapté à la logique des rêves et ou des cauchemars. Idée qui fait sens, sans doute, à ceci près que le résultat est d'un ennui mortel. Dans cette anthologie, c'est probablement la première nouvelle à tenter d'approcher véritablement la matière Lovecraftienne onirique, ce qui est tout à son honneur. Et je suppose qu'il y a notamment de la clé d'argent là-dedans. Pas forcément le plus palpitant des récits Lovecraftiens, je vous l'accorde, mais là c'est encore une autre étape, c'est un somnifère radical. Il y avait de l'idée, mais ça ne fonctionne pas vraiment au mieux et une fois de plus, ou en tout cas je n'en retiens rien. Avec Les Chats qui rêvent de Morgane Cossarieux, on en arrive enfin à un texte que l'on peut sans hésitation qualifier de bon. Pas un chef-d'œuvre, non, mais un bon texte. À vrai dire probablement le meilleur de cette anthologie autrement bien fade. Je précise à tout hasard que je n'avais jusqu'alors, sauf erreur, jamais rien lu de la jeune auteure, dont des gens fiables ont cependant loué les romans, tout particulièrement dans les veines. Il faudra que je tente ça un de ces jours quand même. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos chats. Ceux d'Ultar, bien sûr? Non, ceux qui aimeraient se trouver à Ultar, parce qu'ils sont présentement en enfer. Sur la base d'un titre pareil, je m'attendais à quelque chose dans le goût du très chouette Rêve de 1000 chats de Neil Gaiman, un épisode indépendant de la cultissime et fabuleuse BD Sandman. Il y a peut-être un peu de ça, mais c'est finalement autre chose, car ce texte n'est pas sans surprise en fin de compte. Notamment ce qu'il évacue très vite tout ce qui pourrait être naturellement kawaii avec un postulat pareil. Chaton ou pas, cette nouvelle n'a rien de mignon. En fait, de l'ensemble de l'anthologie, elle est peut-être la seule, disons avec celle de Laurent Pougeois plus loin, où l'angoisse, voire la peur, voire la terreur ont quelque chose de palpable. Un aspect qui, quoi qu'on en dise, n'est pas absent des récits de Lovecraft consacrés aux contrées du rêve. Mieux encore, si ça se trouve, la brève nouvelle de Morgane Cossarieux parvient à véhiculer quelque chose de presque dépressif, qui, là encore, contrairement aux idées reçues, peut faire partie intégrante de l'onirisme chatoyant de Lovecraft. Car, dans ces textes dits dunsaniens, sous les tours d'ivoire et les minarets scintillants, peut se dissimuler l'échec, le navrant, le pathétique. Peut-être surtout dans un second temps de sa production fantaisiste, certes, mais c'en est d'une dimension importante. Mais, en combinant tous ces aspects, Morgane Cossarieux livre donc un texte plus qu'honorable, à propos dans ce contexte, mais qui se tient aussi en lui-même. Une réussite à son échelle donc, et peut-être bien la réussite de cette anthologie. Oui, un texte qui existe, voyez-vous ça. Encore un jeune auteur avec Vincent Tassi, qui, dans Le baiser du chaos rampant, use d'une esthétique gogotte qu'on aurait pu être tenté d'associer à Morgane Cossarieux peut-être, sauf que non, en définitive. Malgré sa lourdeur démonstrative et son emploi pas toujours très assuré d'un lexique rare et se voulant riche, la nouvelle parvient presque à faire illusion un certain temps. Il s'y passe des choses, et si la focalisation morbide et goulesque ne suscite pas les mêmes connotations que les tours et minarets des cités merveilleuses de Céléphaïs et compagnie, au moins l'auteur parvient à peu près à en tirer un semblant d'ambiance. Ce qui aurait donc pu donner quelque chose de correct, j'imagine. En étant bon prince, oui, mais en fait non. En raison d'une conclusion parfaitement ridicule. Je ne suis pas certain d'avoir lu une Lovecrafterie qui m'ait autant donné envie de bazarder violemment le bouquin contre un mur depuis la maudite providence de l'ICAM. Enfin, une Lovecrafterie francophone, j'ai relu du Brian Humley entre-temps. Non, vraiment, fallait pas. Laurent Pougeois remonte le niveau avec le tabularium. Après avoir, il y a longtemps de cela, fourni des choses intéressantes pour le Cadat du même éditeur, mais à la différence de son collègue Raphaël Granier de Cassagnac, il a choisi de livrer une nouvelle se tenant avant tout en elle-même. Le bon choix m'est avis. Entendons-nous bien, le tabularium n'a absolument rien d'un chef-d'œuvre, mais c'est un texte divertissant et qui fonctionne.
Oui, c'est aussi assez convenu, voire éculé, mais ça fonctionne. Et au regard de la concurrence dans cette anthologie, ben du coup... En fait, si je confierais donc la première place du podium à la nouvelle de Morgane Cossarieux évoquée plus haut, la deuxième me paraîtrait pouvoir être attribuée à ce récit faisant la bascule entre monde de l'éveil et contrée du rêve avec professionnalisme, disons. Terme assez peu généreusement connoté le plus souvent, il est vrai, mais pour le coup, Laurent Pougeois ne nous fait pas du Fabien Clavel. Son texte est bien construit, l'ambiance est là, qui oscille entre fascination et angoisse, avec la nécessaire touche de démence qui va bien. Autrement dit, ça marche, et comme il ne faut pas espérer beaucoup plus dans ce recueil, le corps du rêve de Neil Jomancy ne s'en sort pas si mal, cela dit. Formellement, cette nouvelle me laisse assez sceptique, mais je lui reconnais néanmoins d'avoir un thème assez intéressant, relativement original, et plutôt bien développé. En fait, c'est là l'atout de cette nouvelle qui la classe effectivement au-dessus de la médiocrité globale de cette clé d'argent des contrées du rêve, fort peu goûtue dans l'ensemble. Les dites contrées y sont questionnées dans leurs implications, et donc dans le rapport ambigu que les rêveurs peuvent entretenir avec elles. Il n'est certes pas dit que la réponse apportée à cette problématique par Neil Jomancy aurait parlé à tonton HPL, mais au fond ça n'est d'aucune importance. La nouvelle est critiquable, bancale parfois, mais donc assez futée au fond, et parvient à mettre en place une ambiance des plus correctes. Allez, troisième place sur le podium. Quand soudain déboule le texte qui invalide l'idée même d'un podium pour les siècles des siècles. Il y a de l'Anit est un poème de 480 vers, des Alexandrins vus de nez commis par Timothée Ray. Je ne suis pas bien certain de ce que j'en pense. Bon, côté virtuosité poétique et joliesse des images et émotions, disons-le, ce n'est pas tout à fait ça. Mais probablement de manière délibérée, en partie du moins, semblant témoigner le goût de l'auteur pour les rimes improbables, en hec, en hôte, que sais-je, avec de la musique derrière et beaucoup de clopes ou d'alcool, ça aurait pu être du Gainsbourg, si ça se trouve. Du Gainsbourg pété comme un coin et qui rigole tout seul dans son coin, donc de la mauvaise blague à laquelle il se livre. Disons-le, c'est moche comme tout et ça coule sur les béquilles, les brusques changements de registre avec le lexique précieux qui, paf, sans prévenir, tourne au familier, voire à l'orgortique, ne sont à mon sens guère profitables à la chose d'ailleurs. Délibéré sans doute, mais bon. Reconnaissons tout de même que c'est amusant pour une mauvaise blague. Le Lovecrafto onirico rigolo est sans doute un registre particulièrement périlleux, mais Timothée Ray pousse tellement loin le bousin que je n'ai pas envie de me montrer critique. Je ne sais pas si c'est bon, j'en doute plus qu'un peu, mais au moins ça m'a fait marrer. Et comme c'était visiblement le but, je suppose que c'est déjà pas mal. Poésie toujours. David Calvo conclut, d'une certaine manière, l'anthologie avec un très bref mkrao de 3 pages, avec des chats dedans, sur un mode plus léger que Morgane Cossarieux. Du Québec aussi, semble-t-il, et peut-être d'autres trucs, probablement d'ailleurs, auxquels je n'ai absolument rien pané. Il y a des phrases qui sonnent bien, c'est pourquoi je suppose qu'on peut envisager ça comme un poème en prose, pour le coup plus sensible que l'épopée de Timothée Ray, il n'y a pas de mal. Mais quoi non, je sais pas. Je sais pas du tout. Et reste quelque chose. Depuis l'introduction par Frédéric Veil, le bouquin joue la carte du canular en avançant sourire aux lèvres que Randolph Carter, patin couffin. Bon, en fait, il s'agit sans doute de prolonger un canular du même ordre dans Kadat, le guide de la cité inconnue, où c'était David Camus qui endossait le rôle du prétendu alter ego de Lovecraft. Pas forcément toujours avec réussite d'ailleurs. Après une brève introduction, les fragments de l'authentique journal de voyage onirique de Carter sont présentés comme ayant été retranscrits d'après la traduction de David Camus pour les fragments issus du recueil des Contrées du rêve de H.P. Lovecraft et par Johann Sadournal pour les inédits. Le dit Johann Sadournal, je n'en ai pas trouvé la moindre trace par ailleurs. Donc nous avons, sur une 50aine de pages, c'est le plus long texte du recueil et de loin, des fragments censés constituer des aperçus d'une sorte de guide de tourisme des Contrées du rêve, rangés sous différentes catégories géographiques, puis à la manière d'un index à l'intérieur de ces catégories. Le problème, enfin un des problèmes, c'est la provenance de ces fragments, et je serais bien en peine de me montrer catégorique ici, la plupart du temps du moins. Il y aurait donc de l'inédit ? Auquel cas la broderie sur le style de Lovecraft serait plutôt convaincante, j'imagine. Un cas unique sur l'ensemble de ce recueil, puisque c'est seulement ici que nous retrouvons comme de juste le côté baroque et chatoyant de la fantaisie Lovecraftienne d'inspiration dunsanienne. Mais d'autres fragments, et la majorité j'ai l'impression, sont donc empruntés à Lovecraft lui-même, via David Camus donc et ses très recommandables traductions. Dans l'ensemble du volume des Contrées du rêve, pas seulement le cycle de Randolph Carter, même si la quête onirique de Kadat l'inconnu a sans doute une place de choix. Parmi les passages que je crois avoir identifiés, nombreux en fait sont ceux qui renvoient à d'autres textes oniriques.
La malédiction de Sarnath, clairement, le bateau blanc aussi, sans doute Céléphaïs, la quête d'Iranon, très probablement Polaris, j'ai l'impression, peut-être des choses tirées aussi des Chadultar ou des autres dieux. L'illusion d'une première personne partout est plus ou moins entretenue, et le tout est donc agencé à la façon d'un guide de voyage lacunaire, dont on nous dit cependant qu'il ne correspondait pas aux entreprises du genre en matière holistique. Alors, voir du coup ma chronique et ma vidéo sur les contrées du rêve chez Sans Détour, il y a là-dedans en fait des textes assez proches dans l'esprit pourtant. Du coup, l'objet de tout cela me laisse perplexe, au mieux. Au sacro-saint nom du canular, ce catalogue ne tient finalement guère la route et n'aboutit peu ou prou qu'à faire regretter, sur l'ensemble du volume, l'absence de tout récit, puisqu'ici nous ne pouvons parler véritablement de narration, intégrant véritablement l'approche stylistique de Lovecraft dans ses nouvelles dunsaniennes, avec l'aspect mentionné plus haut donc d'un pastiche à deux niveaux. Et la longueur relative de la chose n'arrange rien à l'affaire, donnant un peu l'impression d'un complément destiné à faire en sorte que le recueil dépasse les 200 pages, disons. Et donc, quel objet? Nous rappeler que Les Contrées du Rêve est un chouette bouquin? Bah, il l'est, assurément. Mais une redite de cet ordre me laisse d'autant plus sceptique que je ne suis pas bien convaincu que ce soit vraiment sa place. De même, à vrai dire, pour l'ambiguïté holistique du traitement, à l'heure où Sans Détour livre donc ses propres Contrées du Rêve, en fait une simple réédition. En fait, j'ai un peu l'impression d'une annexe qui joue essentiellement contre son camp, en démontrant que l'essentiel de l'anthologie est peu ou prou raté dans sa dimension de pastiche comme dans sa dimension d'hommage, ce qui participe en fin de compte d'un très désagréable sentiment, l'impression vague, ou moins vague, qu'on s'est quand même un peu foutu de ma gueule. Triste bilan, donc, pour un livre inexistant la plupart du temps, conçu sans vraie implication des auteurs comme de l'éditeur, ai-je l'impression. Sentir donc Morgane Cossarieux, Laurent Poujoie, peut-être aussi Néjomonsi, voire Timothée Ray. Autrement, l'unique propos de ce volume semble être d'ajouter un nouveau titre au sein des ouvrages Lovecraftiens de Mnemos, présentés sous cet intitulé en dernière page. Ces ouvrages au début étaient donc Les Contrées du Rêve et qu'à date le guide de la cité inconnue, de vraies réussites, à l'instar des Montagnes hallucinées un peu plus tard, toujours traduit par David Camus. Depuis, nous avons eu un culte des ghouls hélas guère convaincant sans être antipathique, puis deux gros volumes cyclopéens de l'indicible Brian Lumley, dont je ne reviens toujours pas qu'il ait pu, lui le tâcheron, bénéficier de ce genre d'édition patrimoniale. Orientation marquée de Mnemos ces derniers temps, pas toujours convaincante hélas. Elle l'est parfois. La clé d'argent des Contrées du Rêve n'est pas du Lumley, non, je ne le prétends pas. Ce n'est certes pas aussi horrible, mais qualitativement on est tout de même plus proche de cette pente fatidique que des glorieux débuts. Reste à espérer une chose, la livraison prochaine des volumes de Clark Ashton Smith crowdfundés chez l'éditeur, à condition d'une édition à la hauteur de l'entreprise, il faudra au moins ça. C'est ainsi que j'avais conclu ma chronique à l'époque, mais depuis, les Smiths ont été livrés. Et le premier volume au moins est absolument génial et tout bonnement magnifique. Je vous renvoie à ma précédente chronique sur Zotique et Averroigne. Mais à l'évidence, avec cette clé d'argent des Contrées du Rêve, on joue carrément pas dans la même catégorie.